émission Sciences de Toxin, Alexandre Cugnage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue dans votre émission Science. Une science, alors certainement sans concession et sans prétention. Nous ne prétendons pas être des scientifiques ici, moi je ne le suis pas, mais nous serons orientés vers la quête de la vérité, la curiosité, l'étonnement, comme le disait l'un de mes invités tout à l'heure. Et nous allons nous étonner de phénomènes qui sont étonnants, surprenants et qui ne sont pas regardés avec tout le sérieux que de tels sujets pourraient susciter. Nous allons parler d'OVNI aujourd'hui avec François Damier et Mathias Leboeuf, co-auteurs d'un livre « Contact et OVNI, l'enquête » que je vous montre. Et avec Alain Juillet, connu des auditeurs de Toxin, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre pour cette émission. Alors nous allons commencer par... je vais vous laisser vous présenter rapidement, messieurs, François Damier et Mathias Leboeuf. Qui souhaite commencer ? Moi, je suis journaliste depuis très longtemps. J'ai évoqué dans différents pays, dont la Russie, où j'ai ouvert la première radio privée. Ensuite, j'ai travaillé sur le média numérique BTLV, qui est une chaîne qui traite justement de paranormal et de choses un peu aussi de développement personnel. Et c'est à cette occasion que j'ai pu faire la connaissance de tout le panel de personnes qui travaillent autour de ce sujet. Des gens comme Egon Kragel ou des gens comme Gilles Bourdet, un grand spécialiste de Roswell. Enfin, tout ce genre de personnes que j'ai côtoyées le long de mes années à BTLV m'ont permis justement de me pencher sur le sujet avec ce livre qui est sorti récemment et que j'ai eu la chance de coécrire avec Mathias, qui lui est arrivé par une autre porte. Alors moi, pour ma part, j'ai une double casquette de philosophe et de journaliste. Et dans le livre, il y a une partie, la troisième partie du livre, qui est un essai philosophique sur la figure de l'extraterrestre et comment la figure de l'extraterrestre a émergé. En tant que journaliste, je suis plutôt journaliste plurimédia. J'ai commencé ma carrière en presse, en travaillant pour des tas de titres différents, puis radio, notamment à Europe 1, pas mal de temps. Et puis, il se trouve que j'ai croisé le chemin de François sur la chaîne de BTLV, donc qui est une chaîne consacrée au mystère, à l'étrange, à l'inexpliqué. Au départ comme invité d'ailleurs, puisque j'ai été l'invité de François sur le bonheur, sur la question du bonheur, exactement. Et puis je suis devenu chroniqueur, et puis après j'ai eu ma propre émission sur BTLV, François étant rédacteur en chef. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ces problématiques du paranormal, de l'étrange, du mystère, et au cœur de tout ça, à la question OVNI, puisque un des cœurs de cible de BTLV, c'était justement la question OVNI. Et du coup, on a rencontré ensemble, sous la férule de François, une bonne partie des acteurs concernés par ce sujet, des ufologues, mais aussi des scientifiques d'ailleurs. Et je dois dire que je suis ravi d'être ici dans une émission scientifique, parce que ça veut dire que ça correspond bien à notre démarche. C'est ce qu'on a voulu. On a fait une enquête, on a été chercher des scientifiques. Sortir de l'ésotérisme. Voilà, c'est ça, sortir de la fantaisie. De la fantaisie ou du fantasme OVNI. Donc que ce soit une émission scientifique, parce qu'il faut dire aux auditeurs tout de suite, nous on est des enquêteurs, et on est plutôt des enquêteurs sceptiques au départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas des croyants. On n'a pas de croyance, oui. On n'est pas là pour délivrer une vérité. On a été interroger des gens qui, encore une fois, sont des acteurs, mais notre point de départ est un point de départ quasiment socratique, c'est que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et c'est pour ça qu'on a été interroger les autres. La question OVNI, on croise beaucoup de farfelus, on croise beaucoup de croyants, entre guillemets, qui délivrent une vérité qui est souvent indubitable et inattaquable. C'est pas notre cas, quoi. Et en même temps, il y a des faits scientifiquement
interrogeable, et c'est vraiment la démarche initiale de notre livre. C'est pour ça que je suis très content d'avoir une émission scientifique, même si c'est une émission de vulgarisation, qui reprend cette interrogation. Alors justement, c'est ma première question, parce que contrairement à l'autre, nous n'allons pas commencer par écarter les faits, mais à nous plonger dans les faits, et c'est l'une des premières phrases de votre livre. C'est une citation de Luis Elizondo, et il dit « Sous serment, devant la Chambre des représentants aux États-Unis, soyons clairs, les ovnis existent bel et bien, des technologies avancées qui ne sont pas produites par notre gouvernement ou un autre, surveillent des installations militaires sensibles à travers le monde. De plus, les États-Unis, tout comme certains de nos adversaires, possèdent des technologies dédiées aux ovnis. » Alors, première question, déjà, c'est quoi un ovni ? C'est comme on l'explique tout simplement, un objet volant non identifié. Alors, c'est volant, ça peut être aussi il y a les OANI aussi, c'est dans la mer. C'est après. Par exemple, en France, il y a le GEPAN qui existe depuis une cinquantaine d'années. Ce sont des faits qui ont été vérifiés par des météorologues, par des scientifiques, par des militaires. C'est-à-dire ce sont tous les faits qui ne sont pas expliqués. Il y a un certain nombre de faits. Je ne sais plus c'est combien, 3% du GEPAN 3% de faits. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'acronyme du GEPAN ? Oh là, c'est le groupement. Avant, au départ, c'était GEPAN, G-E-P-A-N. Ouais, ça a changé de nom. C'est le groupement d'intérêt de surveillance. Enfin, je ne sais plus exactement. C'est un peu compliqué. Des phénomènes aéronautiques non inexpliqués. Non expliqués. Et d'ailleurs, dans GEPAN, il y a PAN. Et aujourd'hui, le vocable, enfin l'acronyme d'OVNI, a tendance à être remplacé par l'acronyme de PAN, P-A-N, donc phénomène aéronautique non expliqué. C'est comme ça que le livre aurait dû s'appeler d'ailleurs, si on avait été jusqu'au bout. Sauf que c'est moins connu. Voilà. Pourquoi ? Parce que le côté OVNI, objet, laisse entendre. Objet, ça ramène à quelque chose qui est matériellement dur. C'est un peu la soucoupe volante, ce qu'on appelle en ufologie tôle et boulon, quoi. Et il y a plusieurs phénomènes observés. On passe donc d'objets à phénomènes qui sont pas forcément des phénomènes physiques objectables, qui peuvent être soit des flux, soit et qui ne relèvent pas de l'objet. Donc on a tendance aujourd'hui en ufologie à remplacer le vocable OVNI par le phénomène PAN. Mais bon, c'est vrai que pour le grand public, on parle... Déjà qu'avec OVNI, c'est compliqué. On parle d'OVNI. Et effectivement... Le fait que Elizondo, alors faudrait rappeler, peut-être François va le faire, qui est Elizondo. Elizondo, c'est un personnage extrêmement important parce que c'est aux États-Unis, c'est non seulement un personnage qui a eu des fonctions, qui a été à la tête d'un programme avec un certain nombre de budgets dédiés, c'est 22 millions de dollars, je crois. Ce qui n'est pas énorme finalement. Au Pentagone, ce qui n'est pas énorme, mais ça existe quand même. Et puis Elizondo, on va en reparler certainement, a été un des principaux acteur dans la fuite et dans la diffusion des vidéos. Ils sont deux, c'est lui et Christopher Mellon. Et Christopher Mellon, qui dans la fuite des vidéos qui vont réouvrir et alimenter tout le dossier OVNI aux États-Unis. Quand Elizondo dit les OVNIs, c'est un fait, c'est indéniable. C'est-à-dire que Alors, attendez, je vous interromps, pardon, parce que j'ai une question. Alors déjà, je rappelle pour les auditeurs que le GEPAN, donc c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, et que c'est un service du CNES. Oui. Donc Bien sûr. C'est un service c'est à Toulouse d'ailleurs. Officiel et qui travaille en collaboration avec la gendarmerie nationale, qui elle est chargée de récupérer tous les témoignages. De ces phénomènes. Donc on parle bien de phénomènes qu'on observe, qui sont vus par des témoins, mais aussi parfois avec des relevés radars, des relevés météo, etc., qui sont collectés par ce service. Donc une dépendance du CNES, et tout ça est donc une administration tout à fait officielle. C'est collecté, c'est classé et c'est étudié. C'est-à-dire que le GEPAN... parfois même en faisant appel à des acteurs extérieurs au GEPAN, cherche à comprendre et voilà. Et ce qui pose... Alors souvent d'ailleurs le GEPAN
prend des cas, on signale des cas au GEPAN et le GEPAN donne des explications qui sont les explications soit atmosphériques, soit des rentrées d'atmosphère, où il y a des explications des fusées, rationnelles. Des météorites. Voilà, des fusées, des météorites. Il y a des explications rationnelles tout à fait explicables sur un certain nombre de phénomènes qui ont été observés. Donc le GEPAN apporte ses lumières sur ces cas-là. Et puis, il y a 3 à 4% des cas qui restent non expliqués, donc qui restent ovni, justement, et que le GEPAN recense et cherche à expliquer et qui pose problème. Parce que, comme le dit Luis Elizondo, alors là, en plus, Luis Elizondo, effectivement, c'est quelqu'un qui est issu du Pentagone, c'est quelqu'un qui a fait partie du renseignement, c'est quelqu'un qui a témoigné dans une commission au Congrès sous serment. Donc, il y a toujours quand on témoigne au Congrès sous serment, le délit de parjure, je sais pas si c'est un délit ou un crime, mais on peut aller en prison. C'est extrêmement grave, quoi. Donc, quand Elizondo dit en fait que les ovnis, c'est un fait, c'est quasiment une tautologie, mais il a raison de le rappeler. Mais oui, il y a des phénomènes qui sont inexpliqués, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à analyser, et qui sont extrêmement important, notamment pourquoi ? Parce que aux États-Unis, la question OVNI est abordée sous l'angle de la sécurité. Président, excusez-moi de vous interrompre, mais donc le fait est qu'on constate des phénomènes. Certains sont expliqués, notamment par le GEPAN, etc., et un certain nombre ne sont pas expliqués. C'est là que normalement le scientifique devrait se poser la question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces choses qu'on voit et qu'on ne comprend pas, mais également, et là je vais me tourner vers Alain Juillet, le renseignement. Parce que si on ne sait pas ce que c'est, précisément, on devrait déterminer ce que c'est pour des raisons de sécurité. Alors Alain Juillet, vous êtes connu des auditeurs de Tocsin, vous êtes notamment ancien patron, responsable de la DGSE en France. Est-ce que Du renseignement, oui, du directeur du renseignement de la DGSE, mais il y a très longtemps, Mais alors, avant d'aborder cette question, que vous abordez souvent d'ailleurs sur une chaîne que je vais citer parce que je l'aime beaucoup, qui s'appelle A-News Sécurité, sur laquelle vous intervenez. Je crois qu'ils font une émission peut-être 2 fois par an sur ce sujet à peu près, et c'est très intéressant. Je renvoie les auditeurs que ça pourrait intéresser à cette très bonne et très sérieuse chaîne. Mais comment un acteur du renseignement, et pourquoi peut-il s'intéresser à ce sujet ? Il y a 2 raisons d'abord. La première, c'est que tout ce qui peut présenter un danger pour la sécurité nationale intéresse les services de renseignement. Or, quelque chose qui se passe, quand on ne sait pas ce que c'est, qu'on ne sait pas ce qu'elle peut faire en définitive, dans un sens ou dans un autre, amicalement ou au contraire agressivement, qui rentre dans la zone de surveillance ou dans la zone du territoire national, ça justifie pleinement qu'on s'y intéresse, on essaie de comprendre. Alors, pendant très longtemps, si vous voulez, il y a eu... on parlait beaucoup de ces affaires-là, mais en définitive, chacun pensait que c'était des engins qui étaient faits par des pays ennemis pour aller surveiller ce qui se passait. On faisait pas, si vous voulez, parce qu'on n'avait pas les moyens de mesurer réellement ce que c'était. Il y a des histoires des histoires de Pan ou d'OVNI, on en connaît dans toute l'histoire du monde, depuis toujours. Il y a des histoires qui sont racontées là-dessus. Mais ce qui a la grande différence avec ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que depuis une vingtaine d'années, avec tous les éléments techniques dont nous disposons, si vous voulez, les radars, les instruments de mesure infrarouges pour la chaleur, les éléments qui permettent de repérer la vitesse, la taille, enfin bref, tout. Eh bien, à ce moment-là, on commence à avoir, lorsqu'il se passe un phénomène, au lieu d'avoir simplement quelques témoins qui vous disent « j'ai vu quelque chose dans le ciel qui ressemblait à une soucoupe volante qui allait très vite » ou autre, là, on a des mesures qui sont faites par des systèmes professionnels, scientifiques, vraiment scientifiques, et qui nous disent, oui, il y a eu quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais voilà les caractéristiques de ce qui s'est passé. Et alors, ce qu'on constate, et c'est là la nouveauté maintenant, c'est qu'on a, ce que vous disiez, ce que disaient nos interlocuteurs, c'est que on voit aujourd'hui que dans un certain nombre de cas, parce qu'il y a le GEPAN en France, il y a l'ARO aux États-Unis, enfin dans tous les grands pays,
on met en place, nous on a été les premiers, mais on met en place des systèmes pour essayer de faire des repérages et comprendre ce qui se passe. Et on constate effectivement que dans un certain nombre de cas, assez restreints mais réels, eh bien, personne n'est capable d'expliquer ce que c'est. Donc, alors après, alors bien sûr, il peut y avoir tous les fantasmes qu'on veut, mais comme d'ailleurs ça a été dit aussi par les auteurs tout à l'heure, notre problème, c'est pas les fantasmes. Nous, c'est pas ça. C'est pas le rêve, c'est pas essayer d'annoncer le cinquième millénaire ou ce qui peut se passer. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que ces engins? Ont-ils une capacité d'agression ou qui pourrait mettre en danger notre sécurité? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est Donc, ça le on est bien d'accord, il y a un fait établi, nous voyons bien des choses, nous constatons, y compris avec des preuves matérielles, radars, etc., que nous percevons des phénomènes que personne ne s'explique aujourd'hui. On est bien d'accord là-dessus. Absolument. Actuellement, vous avez, que ça a été cité tout à l'heure, hein, alors pour le GEPAN, c'est 3 ou 4%. Pour la Haro, ils ont cité le nombre de cas, moins d'une dizaine, mais moins d'une dizaine sur la grande nombre de cas qu'ils avaient identifiés les années précédentes. On s'aperçoit qu'il y a vraiment des cas très intéressants parce qu'on est sûr. Il y a quelque chose, si vous voulez. C'est pas un signe dans le ciel, hein. C'est véritablement quelque chose qui, techniquement, s'est déplacé, est venu, a fait quelque chose, s'est déplacé, et qui ne correspond à rien de ce qu'on connaît ou de ce qu'on sait faire. Alors, je précise pour les auditeurs, l'AARO, c'est le All Domain Anomaly Resolution Office. Je traduis Bureau de résolution des anomalies tout domaine. C'est une agence gouvernementale récente aux États-Unis qui est chargé d'enquêter sur les phénomènes anormaux détectés par l'armée et autres agences fédérales. Alors, je me retourne vers... Non, mais je voudrais juste vous dire une chose sur l'ARO, parce que c'est important je vous en prie. pour nos auditeurs. Quand le GEPAN a été créé dans le cadre du CNES, comme vous l'avez rappelé, quand le GEPAN a été créé, c'était les gens disaient, il faut bien un endroit où on va regarder ce qui se passe, mais c'était pas pris vraiment au sérieux. Dans le cas de... Alors maintenant, ça commence, hein, parce que tout le monde commence à reconnaître dans le monde que le GEPAN a une bibliothèque de cas sur le passé très intéressante, qu'on était les seuls à le faire. Mais là, ce qui est fantastique chez les Américains, c'est que quand ils ont constaté, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, hein, quand ils ont constaté qu'il y avait véritablement des choses inexplicables qu'il fallait comprendre, alors ils l'ont fait à l'américaine, ils ont créé la HARO, et la HARO est connectée avec tous les services de renseignement américains, avec l'Air Force américaine, avec la Navy, c'est-à-dire que la HARO est connectée avec tout le monde. Et donc le rapport de la HARO, c'est un rapport officiel. Hein, imaginez en France si le coordinateur du renseignement fournissait un rapport chaque année sur les ovnis. Vous voyez, c'est ça, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Hein. Donc ça montre bien qu'on n'est plus du tout dans un monde un peu farfelu, mais on est dans quelque chose d'extrêmement sérieux. Tout le monde veut comprendre ce que c'est et ce que ça peut faire. Alors, on va aborder ce sujet. Je vais vous laisser évidemment développer, mais je rappelle François Damier et Mathias Leboeuf que donc, vous avez commis ce livre Contact OVNI que vous intitulez L'enquête. Donc, dans le cadre de cette enquête qui est très fouillée, vous avez interviewé beaucoup de monde, vous avez étudié dont Alain Juillet, absolument. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Je voulais préciser une chose qui me semble importante, c'est que le GEPAN, il y a eu le rapport Cometa, qu'on peut toujours trouver en librairie, qui rapporte tous ces faits en 1999, qui a été présenté à Lionel Jospin. Bon, après, c'est pas passé grand-chose, mais ce qui est important, c'est que le GEPAN, ce sont des témoignages de gens comme nous, qui ont fait des observations. Parce qu'il faut préciser qu'à l'époque, les pilotes de ligne ou les pilotes de chasse, jamais ils ne disaient qu'ils avaient vu un ovni, parce que les seuls qui ont voulu parler, leur carrière s'est mal terminée. Alors qu'aujourd'hui, grâce à Elizondo, grâce à Christopher Mellon, grâce à toutes ces personnes-là, aujourd'hui, par exemple, je sais qu'au Canada, les pilotes de ligne, ils ont des documents, ils remplissent, dès qu'ils voient un phénomène, ils remplissent des documents. Aux États-Unis, maintenant, c'est possible que tous les pilotes qui ont vu ces phénomènes puissent le rapporter. Ils n'ont plus peur que leur carrière soit brisée. Oui, moi je voulais prolonger ce que disait Alain et ce que vous venez de dire. On est donc bien face à des événements ou des phénomènes inexpliqués. Sauf que
quand on parle de on, c'est pas Madame Michu dans son champ en Lozère qui a vu une soucoupe volante passer. Depuis 2017, ce qui a énormément changé, c'est que c'est l'armée américaine, notamment à travers les pilotes de la Navy, qui a déclassifié, enfin en tout cas il y a des vidéos de l'armée américaine qui ont été déclassifiées, qui ont fuité. Est-ce que vous voulez qu'on en regarde une petite avec les auditeurs? Et c'est ça qui a fait... qui a rouvert et qui a fait basculer le dossier parce que et qui est pris très au sérieux aux États-Unis. Alors nous en France, on a un autre regard. Ça reste toujours un peu folklorique et on a l'impression que c'est un sujet qui est un peu anecdotique. Mais aux États-Unis, l'armée via la Navy et via les avions de la Navy, les pilotes de la Navy, ont filmé des phénomènes. On entend aussi des sons qui sont des sons incroyables parce que les pilotes sont, je ne sais pas s'il faut dire ébahis ou interpellés, horrifiés, mais ça provient de l'armée. Donc, l'armée peuvent le faire parce qu'aux États-Unis, généralement, ils sont deux dans l'avion parce que les gens qui voient des phénomènes, par exemple en France, dans les Rafales, il y a un pilote et donc il ne peut pas à la fois voir le phénomène, l'analyser, alors qu'aux États-Unis, le navigateur peut. D'ailleurs, ce sont des navigateurs qui rapportent le mieux et qui ont été interviewés sur les chaînes de télévision. C'est quelque chose donc d'extrêmement important parce que c'est à la fois lié effectivement à des questions de sécurité, et des questions de politique, puisque ça remonte jusqu'au Congrès. Et effectivement, en France, ça a été très compliqué de pouvoir faire parler les militaires. Nous, dans le livre, puisque effectivement c'est un livre d'enquête où on a interrogé un certain nombre d'acteurs, on a été voir également des théologiens, des religieux pour savoir ce que ça pourrait changer. Voilà. Mais un des intervenants du livre qu'on est très fiers d'avoir eu, c'est le général Mignot. Le général Mignot, qui est un général qui a vu quelque chose d'incroyable, qui témoigne très peu. Et alors, pour vous raconter la petite anecdote, quand on a contacté pour la première fois le général Mignot nous a dit non, moi, les journalistes, vous voulez faire du sensationnalisme avec cette question. Moi, je veux pas parler aux journalistes, c'est trop risqué. Il y a beaucoup de gougnafiers. Bon, on a eu une fin de non-recevoir au départ. Et puis, le temps est un peu passé. On a interviewé notamment un certain nombre d'acteurs, dont Alain Juillet. Et le général Mignot est revenu vers nous en nous disant finalement, je veux bien vous parler, bon, sous réserve d'avoir la relecture de l'interview et tout ça, ce qui est tout à fait normal. Et il nous a parlé, il parle très peu, et il livre un témoignage qui est dingue. Alors, c'est vraiment... et le général Mignot, c'est tout sauf un farfelu. C'est Buzz l'éclair, quoi, le général Mignot. Je donne ses qualifications. Il a servi pendant 40 ans dans l'armée, ancien directeur du Centre national des opérations aériennes, ancien directeur adjoint du Centre d'études stratégiques aérospatiales. Et effectivement, il a témoigné sur un phénomène qu'il a observé, ainsi que son équipage, ainsi que du personnel au sol, etc. Ils étaient 6 dans l'avion. Il a été responsable de la défense aérienne de Paris, de la zone de Paris. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est très mesuré sur l'interprétation de ce qu'il a vu. Néanmoins, quand il raconte ce qu'il a vu, on est quasiment dans rencontre avec le troisième type, quoi. Alors, mais justement, je reviens à ma question, mais qu'est-ce qu'on voit ? C'est quoi ces phénomènes justement inexpliqués qu'on voit un peu partout ? Il y a différentes formes. Pendant longtemps, c'était plutôt sous des formes de tollet-boulon dans les années 50, puis ça a évolué. Aujourd'hui, les formes sont assez spéciales parce que j'ai lu récemment un rapport de scientifiques, et le tic-tac, les fameux tic-tac, ils ont tous c'est pas du tout aérodynamique. Donc on se demande comment ça peut avoir des vitesses aussi rapides et trajectoires alors qu'ils sont pas du tout aérodynamiques. Quand on voit aujourd'hui les trains ou les avions ou les futurs avions, comment ils sont construits, ça ressemble pas du tout à ça. Donc on se demande comment ces engins arrivent à avoir de telles prouesses. Concernant le général Mignot, il y a justement dans son interview une longue description de ce qu'il a vu. Et là, encore une fois, on en revient à l'histoire de OVNI Pan. Ce qu'il décrit, lui, donc il est en vol de nuit avec un équipage. C'est un avion qui est un avion civil. Non, c'est militaire. Non, militaire, oui. Un transat, c'est un transat. Et il voit, en fait, lui ne voit pas d'objet
à proprement parler. C'est une série de lumières qui dessine quelque chose et qui se met dans l'alignement de son vol et qui les précède en fait, qui les double et qui les précède. Et quelque chose d'énorme. Alors quelque chose qui est très parle, volumineux. je crois, de quelque chose qui ferait la taille d'un porte-avions. Oui, c'est très volumineux. Ces lumières semblent dessiner le contour de quelque chose, mais qui serait donc invisible. Il ne voit pas de matérialité de soucoupe ou de choses comme ça. Et ça dure un certain temps, et puis ça disparaît. Et ça dure suffisamment longtemps pour que tout son équipage et lui-même voient la même chose, corroborent la vision. Voilà, donc je renvoie les auditeurs qui seraient intéressés par cette description, parce qu'il nous fait une description très précise. Et cette description, elle est extrêmement troublante. Et elle fait penser quasiment à effectivement un certain nombre de films de science-fiction. Et encore une fois, le général Mignot est tout sauf quelqu'un de farfelu, d'exalté. C'est pas quelqu'un qui fantasme sur les choses. Il reste très mesuré sur l'interprétation de ce qu'il a vu, mais ce qu'il a vu, il l'a vu. Et donc, pour le coup, on est vraiment dans de l'inexpliqué, dans de l'OVNI, d'autant plus qu'il a fait ensuite appel à une commission d'une association qui s'appelle la 3AF et notamment la commission Sigma 2, puisqu'il a cherché à comprendre ce qu'ils avaient vu. Et je crois que son cas reste complètement inexpliqué, puisque l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique a été bien évidemment étudiée. On s'est dit c'est peut-être effectivement des éléments de fusée ou de satellite. Voilà, de satellite qui auraient pu rentrer dans l'atmosphère, mais tout ça est extrêmement étudié de façon très précise, mesurée, et ça ne correspond pas à l'archétype d'une rentrée atmosphérique, donc on ne sait pas. Alors, on va regarder un rapide extrait ensemble, parce que donc on voit des phénomènes, alors, soit lumineux, très imposants, très massifs. On voit aussi des choses qui ressemblent à des objets, mais qui n'ont pas du tout une dynamique habituelle, qui ne ressemblerait pas à un drone ou un avion, qui font parfois des angles droits, des accélérations qu'on n'explique pas physiquement. Et d'ailleurs, on va revenir tout à l'heure sur cette question scientifique, pour le coup. C'est-à-dire, on voit des phénomènes qu'on ne sait pas expliquer physiquement, et on devrait quand même se poser quelques questions. Et ça sera la deuxième partie de cette émission, savoir pourquoi, apparemment, on ne se pose quasiment pas la question. Mais on va regarder ensemble l'extrait, si vous voulez bien. Limite, ouais. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. It's an LNS, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. Nickel 6-1 Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at it fly! Alors, donc ça, ce sont des documents qui ont été diffusés par la Navy, donc la marine américaine, et donc pris authentifiés, parce qu'au départ, c'était le New York Times qui les a diffusés en décembre 2017. Enfin, au moment où ils ont annoncé l'existence de Louis Elizondo, enfin de l'AATIP, qui était ce fameux groupe au Pentagone, qui avait le bureau qui avait été par le sénateur Harry Reid, qui était un fervent défenseur des ovnis. Et donc, ce bureau existait. C'est donc au cours de cet article de 2017 qu'on a révélé cette chose. Et ensuite, les vidéos sont parues et ont été authentifiées, je crois, 2 ans plus tard, en avril 2020 ou 2021. Oui, 2020. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de soulever que c'est souvent la Navy, non pas l'US Air Force, par laquelle fuite ce genre de vidéos.
Peut-être que vous avez une explication d'ailleurs sur ce sujet. Peut-être qu'ils sont beaucoup plus ouverts, on ne sait pas exactement. Peut-être qu'Alain Juillet a une explication. Et je voulais dire sur ces vidéos, il y a deux choses qui sont intéressantes. Il y a le visuel, ce qu'on voit, notamment sur la vidéo Tic Tac, et puis il y a le son, il y a la réaction des pilotes. Alors il y a deux types de réactions. Il y a d'une part quand même une forme d'étonnement, parce que les pilotes sont face à un phénomène complètement hallucinant, et on sent l'hallucination de ces pilotes. Et puis, il y a aussi une certaine forme de décontraction des pilotes qui peut paraître étonnante, mais bon, alors, c'est des pilotes chevronnés qui sont habitués, et pour le coup, là, ils sont vraiment face à un phénomène non seulement inexpliqué, mais inattendu pour eux, quoi. Et c'est sur ce double volet qu'il faut analyser ces vidéos. Alors, Alain Juillet, du point de vue du renseignement, quand on voit des images comme ça, et des phénomènes comme ça, qu'est-ce qu'un spécialiste du renseignement se pose comme question ? D'abord, bien sûr, on étudie aussi comme on vient de le faire, hein. On étudie la réaction des pilotes. Là, il faut préciser, hein, pour nos auditeurs, ça peut les intéresser, que les deux pilotes, il y avait deux avions, hein, il y a deux avions qui ont accroché avec leur radar, leur système infrarouge et autres, qui ont accroché les cibles, en l'occurrence l'OVNI qu'on voit, hein, et c'était des pilotes confirmés, parce qu'après la Navy américaine les a fait passer à la télévision, c'était une commandante de l'US Navy, quand même, c'est pas rien. Donc, si vous voulez, une femme très entraîné en ce qui concerne comme pilote, hein, et un officier instructeur qui était lui aussi commandant. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient des pilotes ultra entraînés et qui ont été très surpris parce qu'ils ont vu quelque chose ce qui leur paraissait incroyable par le comportement. Alors là, j'en arrive à ce qui nous intéresse, nous, en particulier au niveau du renseignement, hein, le comportement de ces engins. Parce que si vous avez l'image que vous venez de montrer, par exemple, bon, on voit l'engin qui tourne, bon, mais il y a un autre passage où on voit l'engin qui change à 90 degrés, puis il repart à toute vitesse. Bon, et ça, c'est pas possible. Les structures, si vous voulez, techniques de nos avions aujourd'hui, ou de nos engins volants, ne permettent pas ça. Donc là, on comprend pas comment ça se passe. Et en tout cas, il peut pas y avoir d'individu à l'intérieur parce que il serait mort sous les jets, hein, il pourrait pas tenir. Un être vivant ne tiendrait pas dans ce genre de choses. Donc là, il y a déjà des questions. Une autre question, par exemple, très intéressante là-dedans, c'est qu'on voit cet engin qui est en l'air, qui vole, qui accélère, qui ralentit, qui s'arrête. Bon. Et à un moment, il rentre dans l'eau. Il rentre dans l'eau et il continue à la même vitesse sous l'eau et il ressort. Et quand on regarde le film, par exemple, on voit que quand il ressort, il n'y a pas une goutte d'eau qui sort de l'engin. Autour de l'engin. C'est-à-dire que donc, il émet ce qu'on appelle du plasma, hein, autour de lui pour pouvoir se déplacer. Donc, vous voyez, tous ces éléments-là, on les étudie pour comprendre comment ça marche. Parce que c'est très intéressant. Si vous voulez, par exemple, tout à l'heure, nos auteurs le disaient, quand vous avez un ovni qui monte, qui descend, qui ralentit, qui accélère à des vitesses fantastiques, bon, c'est pas possible avec nos systèmes de propulsion. C'est pas possible non plus avec je vous dirais, la solidité de nos engins, des nôtres, hein. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? La question on se pose, c'est donc il y a un autre système de propulsion que ce que nous connaissons. Et en particulier, il y a beaucoup d'hypothèses aujourd'hui sur la gravitation, c'est-à-dire que ces engins semblent, il faut être extrêmement prudent, on n'en sait rien, mais il semble bien qu'ils maîtrisent la gravitation et qu'ils utilisent la gravitation pour se déplacer, car ça ouvre des champs, des possibilités extraordinaires. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand vous êtes des ingénieurs dans l'aéronautique et le spatial, vous regardez ça et vous dites si on pouvait trouver comment ils font, ça bouleverserait toutes nos technologies chez nous. D'où l'intérêt d'un autre aspect là actuellement, et on en a parlé il y a 2 ans ils en ont parlé au Sénat américain dans les témoignages, c'est est-ce que on a récupéré ou est-ce qu'on pourrait pas récupérer des morceaux de ces engins, hein, de manière à avoir une idée de comment ils sont construits et comment ils fonctionnent. C'est parce que tout le monde cherche. Il est évident qu'un pays étranger, hein, ou le nôtre d'ailleurs, hein, un pays qui arriverait à maîtriser ces technologies, eh ben, il aura un avantage concurrentiel majeur en cas de guerre, puisqu'il pourra envoyer des engins dans le pays d'en face sans qu'on puisse les arrêter avec tout ce que ça comporte.
Donc, si vous voulez, c'est ça. Là, on est au cœur du problème, vu du point de vue du renseignement. Alors, une question naïve, mais est-ce que ces images ne pourraient pas être fausses, tout simplement? Est-ce que ce ne serait pas une manipulation? Alors, c'est vrai que ça a été dit par certains, mais nos auteurs le savent bien. Quand il y en a une, on peut dire il y a peut-être eu trucage, mais quand il y en a maintenant, on a des dizaines de films qui ont été faits. Certains sont déclassifiés, on les a vus. D'autres, on sait qu'ils existent et on les a pas vus. Mais il y a aujourd'hui des quantités de films et de mesures qui ont été prises. Donc, si vous voulez, malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de doute. Si vous voulez. On sait que ça existe. Et c'est bien le problème actuel. Avant, on doutait. Alors, on disait, oh là là, ça peut être inventé. Mais maintenant, non. On sait que ça existe et on n'arrive toujours pas à comprendre comment ça marche. Mais alors, c'est la question, et là, je me retourne vers nos auteurs. On sait que ça existe. On sait qu'il y a des choses quasiment incompréhensibles, en tout cas à vue humaine courte. Mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'essaye pas d'expliquer ça, en tout cas au grand public? Alors c'est toute la question. J'ai assisté récemment à une conférence à l'école militaire. C'était une conférence autour des problèmes militaires. Bon, c'est une toute petite conférence, c'était la première fois que ça avait lieu. Et il y avait différents représentants militaires et des personnes leur ont posé des questions. En France, visiblement, ça n'existe pas. Visiblement, l'armée n'a pas... C'est souvent la question que je voulais poser à Alain Juillet. Pourquoi on n'a pas ce genre d'image en France? Alors soit on ne nous les donne pas, soit elles n'existent pas. Et ça, c'est la question. S'il y a des secrets, pourquoi on nous les cache? Et s'il n'y a pas de secret, pourquoi on ne nous dit pas, finalement, il n'y a rien? C'est une question importante. Pourquoi en France, il n'y a pas ce genre d'image? Alors qu'aux États-Unis, il y en a des dizaines et des dizaines. C'est ça. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Vous avez tout à fait raison. C'est un véritable problème. Alors, parce que nous, on a eu des témoignages et autres, mais on n'a pas de film, on n'a pas officiellement, en tout cas, il n'y a rien jusqu'à maintenant, rien n'est sorti. Alors que dans d'autres pays, et dont les États-Unis en particulier, mais il n'y a pas que les États-Unis, hein, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a effectivement, il y a des films, il y a des mesures qui ont été prises. Donc oui, pourquoi en France ça sort pas? C'est parce que curieusement, moi je pense que curieusement, si vous voulez, la France a été le premier pays, vous l'avez rappelé, le premier qui sérieusement a parlé des ovnis, c'est le fameux rapport Cometka qui a été signalé tout à l'heure, qui a été fait par un groupe de grands professionnels qui faisaient une formation à l'Institut des hautes études de défense nationale et qui, comme rapport, ont sorti un rapport sur les problèmes des ovnis. Fameux rapport Cometka. C'est la première fois qu'on en parlait officiellement dans un État. Bon, derrière ça, on a créé, il y avait le GEPAN aussi qui a fait... Mais au niveau des militaires, on a toujours considéré que ça n'existait pas. Pourtant, on a des témoignages. Tout à l'heure, vous citiez le général Mignot. On a des témoignages de pilotes de l'aéronaval. On a le témoignage d'un pilote de la patrouille de France. C'est des vrais pilotes. Il n'y a pas de problème. Ils savent de quoi ils parlent. Qui ont tous témoigné en décrivant très exactement ce qu'ils avaient pu voir et qui correspond à tout ce qu'on dit. Donc, il y a eu effectivement un certain nombre, mais pour le moment, l'armée n'a pas déclassifié ou n'a rien dit. On n'en parle pas. Aux États-Unis, là, c'est totalement différent parce que sous la pression d'Elizondo, de Christopher Mellon, qu'on a cité tout à l'heure, et de quelques autres, il y a eu au niveau du Sénat américain et de la Chambre des représentants, il y a un certain nombre d'élus qui ont dit il faut qu'on sache ce qui se passe. C'est trop grave, c'est un problème de sécurité nationale, il faut qu'on sache. Alors, il y a eu des missions, des financements qui ont été lancés, il y a eu l'AARO dont on a parlé tout à l'heure qui a été créé. Bon, et puis, on s'attend, il y a une demande officielle qui a été faite par des parlementaires américains qui ont demandé au président Trump de déclassifier, et ça, on va voir ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, de déclassifier des informations qui sont aujourd'hui classifiées concernant les ovnis pour savoir véritablement où en sont les Américains. Qu'est-ce qu'ils savent ou qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Parce que c'est toute la question, si vous voulez. Mathias Leboeuf. Oui, la question corollaire de pourquoi en France on n'en parle pas, c'est pourquoi aux États-Unis on en parle. Et
Alain vient d'évoquer Christopher Mellon, qui est un acteur aussi extrêmement important. Il faut rappeler peut-être pour les auditeurs qui est Christopher Mellon. C'est un sous-secrétaire d'État à la Défense sous 2 administrations, l'administration Clinton et l'administration Bush, et qui était spécialiste justement du renseignement sur ce domaine-là, qu'on a interviewé, qui a bien voulu nous répondre également dans le livre. Pourquoi aux États-Unis on en parle autant ? Ben justement parce qu'il y avait un bureau avec un budget, et qu'à un moment donné, Elizondo, qui était à la tête de ce bureau, claque la porte et décide de parler, parce que derrière, il y a des enjeux aussi de budget. C'est-à-dire que le fait de faire fuiter ces vidéos, et là, on a 3 vidéos qui émanent de la Navy, mais il y en a beaucoup plus probablement. C'est-à-dire que ces vidéos, les 3 convois qui ne sont pas d'ailleurs d'une qualité militaire, il y a certainement beaucoup plus de matériaux ou de matériel que ces 3 vidéos. Et elles sortent parce que derrière ce dossier, il y a un combat entre des gens qui veulent garder le silence et la chape de plomb sur ce dossier, et d'autres qui, au contraire, pensent qu'on doit continuer, 1, à financer un renseignement sur ça, et 2, que le citoyen américain doit être au courant de ce qui se passe. Donc derrière le débat scientifique, il y a des enjeux financiers et politiques, de budget et de questions de citoyenneté qui sont très forts aux États-Unis, alors qu'en France, on n'a pas cette culture-là, finalement. Déjà parce qu'il n'y a pas de budget proprement dédié sur ça. Donc il y a le Japon, quand même, on a été les premiers à le faire, donc, et qui existe toujours, et qui a... Il y a du personnel, enfin, c'est pas grand-chose, mais enfin, ça existe depuis très longtemps. On a, en France, été les premiers et les pionniers, effectivement, sur le GEPAN, sur le rapport Cometa, qui est un rapport commandé par le politique, livré... C'est Olivier Schramek, je crois, sous Jospin, qui avait reçu ce... Mais... Bon, depuis, on a l'impression qu'on s'est beaucoup endormi, quoi. C'est-à-dire que, on est très passif, et notamment sur les enjeux de sécurité. Et je crois que dans l'interview, je crois me souvenir que Alain nous disait que, en France, on était très léger là-dessus, quoi. C'est-à-dire que finalement, ou alors, il y a des choses, mais qui sont pas divulguées, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même une forme de passivité qui n'existe pas aux États-Unis. Je voulais revenir sur la qualité des vidéos. Faut faire attention, parce que beaucoup de gens ont critiqué les vidéos en disant on voyait rien, c'était compliqué. Moi, on a interviewé un pilote qui a travaillé sur Rafale et qui est un franco-canadien qui s'appelle Pierre-Henri Chuet. Et donc, il m'a expliqué que ces vidéos n'étaient pas faites à l'origine pour filmer des ovnis. Et puis, c'était uniquement, ce sont des radars. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une qualité. C'est pas de la 4K ou la 6K. Ouais. Donc, attention, ces vidéos sont ce qu'à l'époque, d'ailleurs, cette vidéo date de 2015. Donc, je suppose que depuis, il y a eu des progrès. Mais ces vidéos ne sont pas faites justement pour être diffusées et être filmées. C'est juste pour accrocher des cibles. Alors, dans l'interview que vous avez produite de Christopher Mellon, que vous évoquiez tout à l'heure, il pose cette question. La question n'est plus de savoir si les pans existent, mais de comprendre ce qu'ils sont, d'où ils viennent, comment ils fonctionnent et quelles sont les intentions de ceux qui les contrôlent. Alors, grosso modo, quelles sont les hypothèses sur la table ? Il y en a beaucoup. Et je pense que... Vas-y. Les hypothèses sont multiples. Sont nombreuses, multiples, des plus, alors parfois des plus sérieuses ou farfelues. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a interviewé aussi des physiciens comme Philippe Guillemont. Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a les hypothèses sur comment c'est possible techniquement, comment physiquement, comme l'évoquait Alain, comment physiquement des trajectoires comme celle-là peuvent être tenues, et comment des accélérations, des jets effectivement peuvent être également tenus avec est-ce qu'il y a des êtres vivants à l'intérieur ? Parce que si c'était des êtres vivants humains, c'est impossible de résister à ça, ce qui laisse penser que donc c'est pas des phénomènes qui sont manipulés initiés par des êtres humains. Donc là, les physiciens expliquent ça de différentes façons. Philippe Guillemont parle d'hyperphysique des ovnis avec une théorie de très physique, très particulière. Vous avez une théorie aussi des mondes parallèles. Qui dit, alors il y a une théorie des mondes parallèles, et puis il y a une autre théorie qui
qui est une théorie émergente et qui prend de plus en plus de poids, qui dit que ces phénomènes pourraient être des engins qui viennent du futur. Nous dans le futur. Nous dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, mais bon, là, on est un peu déjà fumeux. dans la spéculation. Ouais, c'est Vous avez fumeux. notre explication. Il y a Jean-Pierre Petit. Alors Jean-Pierre Petit que Alain connaît bien et qui a inventé un modèle physique qui permettrait d'expliquer cette propulsion. Mais alors Jean-Pierre Petit, qui est quelqu'un qu'on connaît très bien et qu'on apprécie beaucoup, s'exprime de moins en moins sur le sujet. Et il y a Jean-Pierre Petit propose des éléments de réponse qui pourraient Par rapport être, à ses inventions. par rapport à ses inventions, notamment sur la propulsion de ces engins qui sont assez techniques, mais qui permettraient peut-être d'expliquer un certain nombre de choses. Alors oui, j'en profite moi pour intervenir aussi là-dessus parce qu'on est au cœur un peu du problème de l'analyse de ce qui se passe. Au-delà de ce qu'on a dit sur les risques qu'ils représentent, c'est que les engins eux-mêmes sont, ça c'est certain, utilisent des technologies que nous ne maîtrisons pas, mais que nous aimerions bien connaître. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, celui qui les maîtrise, mais il aura un avantage sur tous les autres. Alors ça explique d'un côté toute cette sensibilisation auquel on assiste depuis 2 ans pour savoir si un pays ou un autre a récupéré des morceaux de ce genre d'engin. Aux États-Unis, il y a eu une interview, enfin une audition au Sénat d'un garçon qui s'appelle David Grush, qui en a longuement parlé, disant oui, les Américains ont récupéré des morceaux, mais il n'y a pas que, parce qu'il y a d'autres pays ont dit qu'ils en ont aussi. Et alors pourquoi c'est important? C'est parce que si on arrive à récupérer des morceaux de ces alliages et qu'on regarde comment ils sont constitués, on pourra voir s'ils ont été construits chez nous, c'est-à-dire sur Terre. Parce que lorsqu'on fait un alliage dans l'espace, il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un alliage fait sur Terre. On verra les minerais qui ont été utilisés à l'intérieur. Enfin, il y a plein de questions qui nous permettront de mieux comprendre ou de commencer à comprendre l'origine de tout ça. C'est exactement comme on évoquait pour la vitesse, pour les déplacements, où il y a un certain nombre de théories. Tout ça, alors quand on gratte, et on commence à avancer quand même, parce que depuis le temps qu'il y en a un certain nombre qui travaillent dessus, on commence à y voir un peu plus clair. Bon, il y a une question qui est devenue émergente, mais qui prend de plus en plus d'importance chez nous aujourd'hui, c'est la possibilité que ces engins viennent de mondes parallèles, alors ou du futur ou de mondes parallèles, mais qui soient dans un système qui est intrinsèquement mélangé ou croisé avec le nôtre. C'est la philosophie, c'est la physique quantique. On est dans ce type d'explication, on est dans cette fameuse physique quantique dont on parle aujourd'hui, puisqu'on dit qu'on va bientôt avoir des ordinateurs quantiques et ainsi de suite. En réalité, on rentre dans autre chose. Alors, le fameux Petit dont on parlait, l'ingénieur, qui est un personnage étonnant, parce qu'il a inventé un système qui permet d'aller beaucoup plus vite que le son. La sans MHD. la MHD, exactement. Et cette MHD, comme toujours d'ailleurs, il l'a inventé en France. Nous, on n'y a pas cru. Les Russes ont récupéré la technologie et ils ont aujourd'hui des missiles qui vont effectivement des missiles hypersoniques. On en parle régulièrement. Les Chinois, pareil. Et maintenant, les Américains s'y mettent en disant, mais attention, des engins qui peuvent aller à des vitesses hypersoniques, c'est très intéressant, à la fois sur le plan militaire, mais également pour d'autres applications. Donc là, au départ, on a eu quelque chose qui a été trouvé par un Français, mais que les Français n'ont pas utilisé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, depuis, comme ça a été dit, Petit, il a émis un certain nombre d'autres hypothèses, en particulier sur ces fameux mondes parallèles et qui pourraient expliquer beaucoup de choses. Mais ce que je constate, c'est que en France, on n'arrive pas à trouver des scientifiques français reconnus qui prennent le dossier en disant on va vérifier, on va regarder sérieusement, on va vérifier si ces hypothèses sont bonnes ou pas.
Ça, c'est un vrai problème, parce que comme d'habitude, moi, ce que je pense, ça va se terminer par les Américains, les Chinois, les Russes ou autres, qui vont nous dire, nous, on a pris le dossier, puis maintenant, ça y est, on sait faire ça. Ça, c'est terrible. Mais donc, ce qu'on comprend, c'est que donc on ne comprend pas le phénomène, mais qu'on est peut-être à un pas ou deux d'une compréhension tout à fait humaine du phénomène. Il nous manque encore la théorie scientifique pour tout expliquer. Alors, une question se pose. Est-ce qu'on pourrait concevoir que ce soit des technologies tout simplement humaines, mais cachées? Et dans ce cas, pourquoi serait-elle cachée? Mais est-ce que cette hypothèse semble sérieuse? C'est compliqué. Oui, en l'état, Parce que pourquoi, déjà la question qui revient souvent, c'est si c'était une technologie humaine, pourquoi ces engins survoleraient les États-Unis? Demain, si vous construisez un engin spécial, enfin extraordinaire, vous n'allez pas le faire survoler autour d'un pays qui n'est pas le vôtre. Donc, alors soit c'est peut-être une technologie américaine, mais on ne voit pas très bien pourquoi aujourd'hui le secret durait aussi longtemps après tout ce qui s'est passé depuis 2017. Ça paraît assez improbable que l'explication soit de ce côté-là, d'autant plus que, comme l'a évoqué Alain, il y a un acteur de ce dossier qui s'appelle David Grosch, qui est un militaire, travaillé dans le renseignement également, qui a témoigné devant une commission du Congrès, et David Grosch va très très loin, puisque lui dit qu'on a récupéré du matériel extraterrestre, et surtout qu'on a récupéré du matériel biologique organique, voilà, merci, organique extraterrestre. Décor. Et ça, il le dit, encore une fois, sous serment, c'est-à-dire sous le risque du parjure. Donc, l'hypothèse extraterrestre est celle qui est la plus avancée et la plus envisagée. Que ce soit une technologie humaine, encore une fois, ça voudrait dire qu'un pays, et c'est manifestement pas les États-Unis, à moins que ce soit dans la sphère privée, mais bon... Quand on voit quand même que les fusées aujourd'hui, les fusées de Musk, elles ont exactement le même principe que les fusées soviétiques ou américaines il y a 60 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des progrès. Oui, il n'y a pas eu des progrès énormes dans la propulsion. Alors ça c'est une vraie question. À part des petites bottes et les trucs jolis. Et qu'on a aujourd'hui du mal à aller sur la Lune, à rééditer ce qui s'est passé en 69. En gros, depuis un siècle, notamment dans le domaine physique, on ne voit pas d'avancée absolument majeure. Il y a des perfectionnements de technologies connues. On a développé l'avion, la fusée, etc. Mais, déjà, la station spatiale, elle est qu'à 400 km. Donc, pourquoi elle est à 400 km? Vous avez l'explication, moi je l'ai. C'est parce que si on était beaucoup plus haut, et les Chinois sont en train de faire l'expérience, au bout de quelques semaines, quelques mois, les gens mourraient de cancer et de maladies. Parce qu'on ne peut pas survivre dans l'espace. Aller dans l'espace aujourd'hui, aller sur Mars, c'est une aberration. Alors, ça rejoint un peu notre débat, puisque aujourd'hui, par exemple, comme Françoise Combe, par exemple, pour elle, c'est pas possible qu'on rencontre des extraterrestres. Qui est une astrophysicienne. Voilà, parce que directrice de la chaire univers au Collège de France. Et donc les distances sont tellement grandes que c'est pas possible que les extraterrestres soient venus sur Terre. Donc il y a un antagonisme, nous avons un problème. Oui, mais justement, excusez-moi de vous interrompre, justement, dans cette affaire-là, pourquoi elle dit ça, Françoise Combe? C'est parce qu'elle part de l'équation d'Einstein et de la vitesse limite, bien sûr. La vitesse lumière, comme vous savez. Bon, le E égale mc2 avec ses conséquences. Si maintenant, cette équation d'Einstein n'est que simplement une étape et qu'il y a d'autres possibilités derrière, à ce moment-là, ça change tout. Et c'est la caractéristique de petit. C'est ce que dit mais là, on rentre dans la science-fiction. La vitesse de la lumière, c'est la vitesse qui est pour nous la vitesse maximale. En réalité, on peut la multiplier. Donc, c'est très intéressant parce que c'est là où on voit qu'au niveau des scientifiques, ils ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est ça qui est terrible. Il faudrait quand même qu'ils réfléchissent tous ensemble pour trouver une solution. Il me semble que là, on touche le point essentiel, et c'est vraiment le but qu'on voudrait faire ici sur Toxin de cette émission, c'est de poser poser ce type de questions. Une théorie scientifique, elle est valide jusqu'à preuve du contraire. Là, pour l'instant, il y a un consensus sur la théorie de la relativité d'Einstein qui nous dit qu'il y a une constante cosmologique qui est C, la vitesse de la lumière, etc., etc. On ne peut pas la dépasser. Mais
Pour l'instant, on n'a pas de théorie, encore que Jean-Pierre Petit, me semble-t-il, justement, essaye de dépasser ce modèle, ou en tout cas de l'inclure dans un modèle qui va plus loin. Mais précisément, le vrai débat devrait être celui-là. C'est-à-dire, pourquoi on n'avance pas scientifiquement, et pourquoi cette question qui est quand même essentielle, on l'a sous les yeux, il y a un fait établi, on le voit, et on n'arrive pas à l'expliquer. C'est donc que la théorie n'est pas suffisante, non ? Il y a une réponse qui est toute simple, c'est que si on cherche à penser ce problème avec un cadre épistémologique qui est celui de la physique newtonienne ou post-physique newtonienne, On n'y arrivera pas. on n'y arrivera pas. On ne peut pas expliquer ça dans le cadre épistémologique de la physique newtonienne. Donc on est obligé, et les physiciens en premier plan ou les astrophysiciens sont obligés de remettre en cause ce cadre qui est un cadre finalement très anthropocentré, c'est-à-dire à se baser sur la physique telle que nous, on la ressent, pour pouvoir... Alors, est-ce que ça passe par la physique quantique ou d'autres modèles Ça, c'est aux physiciens de le dire. Mais c'est pour ça que cette question est aussi intéressante, et notamment sur un plan scientifique. C'est que cette question nous pose la remise en cause du cadre épistémologique de la physique classique pour pouvoir penser ce phénomène. Et donc, elle appelle à la production de modèles théoriques qui permettent d'expliquer ces phénomènes, ou en tout cas de livrer des hypothèses. Et pour l'instant, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on est dans un cadre où on ne sait pas, où les physiciens ne peuvent... C'est un point de détail, mais qui est un point de détail très important. Alain évoquait le fait que quand ces engins, alors engins c'est pas un bon terme, ou quand ces phénomènes rentrent dans l'eau, effectivement, ou sortent de l'eau, il n'y a pas d'éclaboussure, il n'y a pas de projection. Bah ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Alors effectivement, il y a la théorie des plasmas, mais on ne l'explique pas. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ça convoque l'intelligence des physiciens en premier plan, produire un modèle qui puisse expliquer et qui puisse théoriquement expliquer les choses. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Alors, il faut peut-être ajouter une petite chose. On parlait d'Einstein, mais par exemple, quand Einstein développe sa théorie de la relativité, il ne contredit pas Newton, Non, mais il aboutit en quelque sorte la théorie de Newton. Et d'ailleurs, lui-même va démontrer sa thèse avec, me semble-t-il, un léger décalage du périhélie de Mercure. Mais c'est précisément un petit phénomène. Il y a un décalage de quelques secondes par siècle sur une trajectoire astronomique. Et lui va se poser la question, mais comment je peux expliquer ce décalage selon le modèle de Newton? On ne devrait pas l'avoir. Et il trouve sa théorie. Donc, ce qui m'intéresse quand même dans ce sujet, c'est que là, on a ce phénomène qui est donc réel, et qui devrait nous pousser au questionnement, ce qui est le principe de la science, me semble-t-il. Mais pourquoi ce questionnement n'est-il pas, en tout cas, public? Pourquoi les scientifiques semblent rechigner? Ils ont peur. Pourquoi il y a une sorte d'anathème? Je ne pense pas qu'ils rechignent, je pense qu'ils ont peur. Ils ont besoin de budget. Ils ont besoin de budget pour leur recherche. Donc si demain, un scientifique dit « j'ai besoin de beaucoup d'argent pour étudier ces phénomènes-là », je ne pense pas qu'il va trouver de l'argent nécessaire, quoi. Il y a une chose qui est sûre par rapport actuellement, il y a une chose qui est très intéressante parce que c'est peut-être le début de dont on parle. Le télescope James Webb, vous savez, dans l'espace, qui prend des images vraiment des débuts du monde, la création du monde, de l'univers. Bon, chaque fois actuellement qu'il trouve quelque chose, ça met en brèche nos théories sur la question. On s'aperçoit que nos théories sont inexactes. Et à chaque fois, alors on essaie de corriger en disant oui, mais non, c'est qu'il y avait un problème qu'on n'avait pas vu et tout. En réalité, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne va pas falloir construire une nouvelle théorie? Et une nouvelle théorie physique, astrophysique, sur la création du monde, et tout, ça change toute la vision de l'ensemble. Et donc, on est bien dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se demander si ce sur quoi nous travaillons n'est pas en train d'être dépassé. Et entre parenthèses, on parlait de la physique tout court, la physique quantique, elle est sortie il y a déjà plus de 100 ans, mais personne n'y a cru. Tout le monde s'est lancé sur l'autre, sur la physique classique telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Et tout le monde disait, c'est formidable, on a trouvé la solution. Il n'y a que depuis peu de temps qu'on s'est dit, mais attends, la physique classique, on est dans le mur. On ne bouge plus.
Donc, il faut qu'on trouve autre chose. Et à ce moment-là, s'est aperçu que ce autre chose, on trouvait les réponses dans la physique quantique. Donc, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Je crois qu'on est aussi peu à peu en dehors des considérations sur les ovnis en tant que tels. Hein, sur le plan scientifique, on est en train d'arriver à un moment où il va falloir effectivement changer nos modèles parce que nos modèles ne fonctionnent de moins en moins ou répondent de moins en moins aux problématiques que l'on découvre. Et plus la science progresse, et plus on se rend compte qu'on est face au mur. Mathias Leboeuf. Alors, il y a le modèle physique, et puis derrière la physique, ou englobant la physique, il y a l'astrophysique. Et Oui. notamment sur l'astrophysique, il y a quand même un certain nombre de scientifiques qui sont passionnés et qui travaillent sur ça. Nous, on a eu la chance d'en avoir deux qui se connaissent, qui sont amis, qui n'ont pas les mêmes positions. Jean-Pierre Luminet en France, spécialiste des trous noirs, et puis Avi Loeb. Avi Loeb, pareil, c'est pas n'importe qui, c'est le directeur de la chaire d'astrophysique de Harvard. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement capé, extrêmement sérieux. Avi Loeb, c'est quelqu'un alors qui a travaillé sur l'astéroïde Oumuamua en produisant de la théorie. Est-ce que vous pouvez très rapidement expliquer ce que c'est que cet astéroïde, parce que c'est un cas intéressant. L'astéroïde... C'est arrivé juste avant 2017. Ouais, c'est marrant. C'est arrivé juste avant 2017. On observe un astéroïde... Enfin, on observe... les astronomes ou les astrophysiciens observent un objet énorme qui a la forme d'un cigare un peu ovale et qui semble se déplacer. Qui vient d'un autre système solaire. D'un autre système solaire et qui semble qui avance de manière erratique. Se déplacer avec une vitesse qui n'est pas constante. Et donc là, la question se pose, savoir si c'est un phénomène naturel ou si c'est un objet volant, dirigé, voilà. Et Avi Loeb s'est emparé de ce cas et a beaucoup communiqué dessus en disant non, c'est pas un objet, c'est peut-être pas, parce qu'il est très prudent, c'est peut-être pas un objet naturel, c'est peut-être effectivement un objet qui est dirigé puisque la vitesse n'est pas constante. Et à partir de là, il y a eu un grand débat de savoir quelle était la nature de cet objet, parce que là, pour le coup, on est sur un objet physique. Est-ce qu'il est naturel? Est-ce qu'il n'est pas naturel? Est-ce qu'il est dirigé par une intelligence? Est-ce qu'il n'est pas dirigé par une intelligence? Par ailleurs, donc, et ça a nourri un débat extrêmement important et mouvementé. Mais par ailleurs, Avi Loeb est quelqu'un, donc encore une fois, quelqu'un qui est tout sauf un farfelu, qui met en place des expéditions à travers un projet qui s'appelle le projet Galileo, donc des expéditions physiques. Il affrète il appareille des bateaux pour aller dans l'Antarctique, voir s'il peut retrouver des artefacts ou en tout cas des morceaux d'objets qui seraient extraterrestres. Et ça, rien qu'en soi, c'est hallucinant. C'est-à-dire que si quelqu'un comme Avi Loeb, qui encore une fois dirige ou a dirigé la chaire d'astrophysique d'Harvard, est capable de mettre en place des expéditions, d'affréter des expéditions avec un financement, avec des équipages, avec un projet scientifique pour aller voir si on peut retrouver des artefacts extraterrestres, c'est que, au fond de lui, il pense que la possibilité existe. Disons qu'il se prend un peu pour un archéologue de l'espace, c'est un peu le terme qu'il nous a donné. Donc il cherche le passé. Pour lui, il y a aussi des civilisations qui ont peut-être disparu, il cherche des artefacts de choses qui ont peut-être disparu. Quoi. Et alors, parce qu'on ne s'est pas contenté d'interroger Avi Loeb, on a aussi un peu croisé les interviews. Quand on interroge Jean-Pierre Luminet sur cette question, et Jean-Pierre Luminet connaît très bien Avi Loeb, et ils ont une forme d'amitié, et qu'on demande à Jean-Pierre Luminet mais qu'est-ce que tu penses de la démarche de Avi Loeb? Luminet a en gros, pour résumer cette formule, il dit « Je pense qu'il va trop loin, mais qu'il a raison d'aller trop loin. » Il va trop loin parce qu'il pousse le bouchon dans le processus. Mais il a raison d'aller trop loin parce que ce n'est que comme ça qu'on trouvera des choses et que la science pourra avancer. C'est sortir du cadre des certitudes constituées. Et tant qu'on ne sortira pas du cadre des certitudes
constitué. C'est-à-dire que tant qu'on n'envisagera pas sérieusement que quelque chose peut exister ou pas, mais il faut l'envisager, on restera dans le cadre de nos certitudes, mais qui ne correspondent peut-être pas à la réalité. Alors, poussons le bouchon un peu plus loin, si vous voulez bien. Donc, on se dit que l'hypothèse d'une technologie actuelle terrestre semble, en tout cas, peu probable, et que si c'était le cas, il faudrait imaginer une sorte d'immense complot pour avoir caché ces technologies à tout le monde pendant des dizaines d'années. Ce qui peut plaire à certains. Ce qui peut exister, c'est une hypothèse, mais disons que la probabilité est faible. On a d'autres hypothèses. Il y a évidemment l'hypothèse extraterrestre qui n'est pas du tout à évacuer. Il y a l'hypothèse de théorie scientifique qu'on ne connaîtrait pas, d'univers parallèle, de liens entre le présent, le futur, le passé, etc. Il y a une autre hypothèse, alors je ne sais pas s'il est évoqué, je ne crois pas dans votre livre, c'est celle de Jacques Vallée, que vous devez connaître, et qui, lui, met en rapport le phénomène OVNI avec un phénomène de conscience, ou de même peut-être psychologique. Ça rejoint un peu la thèse aussi de Jean-Claude Bourret, un peu, ils font un peu dans ce... Et de Philippe Guillemont. Et de Philippe Guillemont aussi. Pardon, je vous laisse commenter, mais parce que ça fait le lien avec ce que disait Alain Juillet tout à l'heure sur la question de la physique quantique. Mais là, ça se contredit, parce que si c'est avec notre conscience, on n'a pas besoin d'engin. On n'a pas besoin d'engin, mais il n'y a pas forcément d'engin, justement. On sait précisément maintenant, avec la théorie quantique, que les phénomènes quantiques physiques se réalisent uniquement, prennent forme, prennent réalité, prennent chair, j'ai envie de dire, pour parler un langage plus spirituel, mais on finira sur la question spirituelle si vous voulez bien. En raison de la conscience, en raison de l'observateur. Si l'observateur n'est pas là, le phénomène reste, suspendu en quelque sorte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question du rapport entre conscience et OVNI ? Alors, ça, c'est une question qui est évoquée dans le livre par Philippe Guillemont, qui justement développe cette hypothèse que ça puisse être un phénomène d'ordre d'une conscience supra-individuelle et que ces phénomènes OVNI, et c'est justement, pas OVNI justement, ces phénomènes, ces pannes, pourraient être de l'ordre, pour résumer simplement, d'un flux de conscience qui serait, alors après reste à savoir si c'est terrestre, extraterrestre ou pas, mais c'est envisagé. Moi, je me méfie toujours. Faut faire attention avec l'explication du quantique, parce qu'on a toujours tendance à mettre un peu du quantique partout. Moi, je reste très, très, très précautionneux avec le terme de quantique. Vous savez, quand on discute avec Étienne Klein, c'est quelqu'un qui vous dit les gens qui maîtrisent le quantique aujourd'hui sur la planète, il y en a 10, quoi. C'est-à-dire que on a tendance, nous, on a interviewé beaucoup de gens qui nous disent mais si vous comprenez pas, c'est parce que c'est quantique. Et moi, je comprends parce que je maîtrise le quantique. Le quantique, quand on en discute avec des physiciens ou des astrophysiciens, eux-mêmes sont souvent... La première chose qu'ils disent, c'est si vous pensez que vous avez compris, c'est que vous avez rien compris. C'est ça. Donc, rester sur le quantique des quantiques. Faut faire très attention avec ça. Après, effectivement, il y a une explication, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse psi des phénomènes OVNI. Oui, c'est une hypothèse qui est, comment dire, qui est traitée, exploitée, développée, notamment effectivement par des physiciens qui reprennent cette idée de possibilité d'un phénomène de flux de conscience. Je ne sais pas bien comment l'expliquer plus parce que c'est pareil, ça reste à modéliser encore, mais c'est une hypothèse qui effectivement accourt. Moi, j'attends plus du phénomène James Webb, du télescope James Webb. J'ai une pensée pour les frères Bogdanov qu'on a reçus beaucoup sur BTLV et qui attendaient depuis des années, les pauvres, ils ont disparu avant, ils attendaient, ils m'ont toujours dit, dès que James Webb va apparaître, on va savoir beaucoup de choses. Et je pense qu'on prendra beaucoup plus du télescope que de la physique quantique, qui va rester un peu fumeuse encore pour moi pendant des années encore. Mais justement, ce qui est intéressant, et là on le voit depuis une heure qu'on évoque ce sujet et qu'on tourne autour, c'est que ça convoque en fait
des phénomènes physiques, des phénomènes astrophysiques, des explications possiblement religieuses. Et alors après, religieuses et spirituelles. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui interroge notre cadre épistémologique et puis l'humanité même dans ce que nous sommes d'une façon extrêmement plurielle et extrêmement, éclatée aussi. C'est très difficile d'avoir une vision synthétique et de relier tous ces éléments de puzzle entre le psy, le spirituel, le physique, l'astrophysique. Voilà, c'est compliqué. On a interviewé également un astronaute, Jean-Pierre Clairvoy. Jean-Pierre Clairvoy, c'est quelqu'un qui a volé notamment à bord de Challenger et d'une autre Columbia, ouais. Columbia donc, qui a fait plusieurs vols spatiaux. Quelqu'un d'hyper rationnel, de formé pareil à comment dire, c'est un militaire, quoi. Oui, c'est ça, à rester serein et sceptique face aux phénomènes inexpliqués. Et il nous raconte que un jour, il est en vol et il voit un objet, une lumière qui tourne sur elle-même et qui clignote. Donc, il y a un signal qui est envoyé de façon régulière, sont dans l'espace. Et là, il explique que stupeur dans la cabine de Challenger. C'est-à-dire que les gars se disent, ça y est, on est contacté, quoi. Il y a quelqu'un qui nous fait un signe. Et donc, alors, il explique qu'il y a des procédures pour ça, c'est-à-dire qu'eux sont centrés sur leurs procédures avant d'étudier un phénomène comme ça. Ils restent focus sur leurs tâches. Et puis, donc, ils ne traitent pas le problème tout de suite. Et ils finissent par s'apercevoir que, en fait, le fameux signal qui est envoyé, c'est un stylo. Alors, comment le stylo est arrivé là dans l'espace, ça, incroyable. C'est un mystère. C'est un stylo, un stylet en fait lumineux. Ce qui peut être très dangereux d'ailleurs. C'est la vitesse où ça va. Utilisé par les astronautes et qui était en rotation et qui donc, avec la lumière du soleil, envoyait sur la rotation des signaux. Mais ce que dit Clairvoy, c'est que à un moment donné, l'espace de 2 minutes, ils ont cru qu'ils étaient rentrés en contact. Et voilà, c'est rien que ça, déjà, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Ça fait partie du cadre mental possible de l'astronaute. Alors, j'en profite pour refaire la pub de votre livre, Contact et OVNI, l'enquête, aux éditions Télémac, de François Damier et Mathias Leboeuf. Et justement, vous parliez de la diversité de ce phénomène, et c'est ce qu'on ressent bien en vous lisant, parce que il y a une foultitude d'interviews avec des points de vue totalement différents. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'on fasse cette émission ensemble. C'est parce que ce phénomène, justement, comment dire ça oui, il explose les cadres. Ouais. Et il remet beaucoup de choses en question sur le plan de la sécurité, sur le plan du renseignement, sur le plan surtout de la sécurité, parce que on a vécu la période du Covid où on s'est rendu compte que les gens étaient perdus, personne ne savait comment réagir. Demain, s'il y a un phénomène, s'il débarque demain, qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions que j'aimerais poser à Alain Juillet. Qu'est-ce qui se passe demain si un objet se pose à Washington ou à Paris ou à Tokyo? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des procédures qui sont prêtes? Oui, regardez, vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 jours en Espagne. Hein, voilà. où, quand il y a une coupure générale d'électricité, alors on dit, c'est probablement les systèmes internes de sécurité qui ont dysfonctionné, qui ont tout coupé. Mais je vous rappelle quand même on a des témoignages sûrs, hein, qu'un OVNI survolant une base de missiles américaine, il y a pas mal d'années, maintenant, il y a près de 20 ans, en survolant, a coupé toutes les connexions entre les missiles qui étaient prêts à être tirés, évidemment, et qui pouvaient être tirés contre la Russie à l'époque, a coupé toutes les connexions des missiles avec leur centre de commandement. Les missiles il a fallu aller réactiver tous les missiles un par un. Il n'y a pas de doute. Hein. Et ça s'est passé au moment, juste après que, effectivement, un OVNI soit passé au-dessus. Et ça a été constaté, il y a des témoignages, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'il y a plein de questions à se poser. On voit, on est toujours à la même chose.
On sait qu'il y a quelque chose. Je crois que c'est ça pour résumer, pour moi, de mon point de vue en tout cas. Hein, on est sûr maintenant qu'il y a quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. On se pose encore plein de questions. On voudrait connaître. Parce qu'on se dit, si jamais ça devenait agressif, c'est une catastrophe pour nous. Et si c'est positif, ça peut l'être, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer? Hein? Parce qu'en définitive, comme vous venez de le dire, si on a un engin qui se pose à Washington et qui dit, les gars, regardez, on a des technologies qui ont 100 ans d'avance sur vous, on est bien meilleur que vous. Bon, voilà. Alors écoutez-nous, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc si vous voulez, alors il ne s'agit pas de rêver. Ça laisse en suspens. Non, mais ça m'évoque quand les hommes de 120 kilos parlent, ceux de 60 écoutent. Exactement ce que disait Audiard. Hein. Quand les hommes de 120 kilos parlent, ceux de 60 se taisent et écoutent. Et oui, donc on est bel et bien, on est devant quelque chose qu'on essaie de comprendre. On est maintenant sûr que c'est réel, enfin qu'il y a une réalité, on ne sait pas laquelle. Et dans quelle réalité aussi? Et on espère que quand on comprendra, ça sera bénéfique pour nous et que ça ne sera pas maléfique. Voilà. Je crois qu'on en est là. Et en plus, ils ne sont pas hostiles pour le moment, puisqu'ils ont désactivé. Absolument pas hostiles. Hein. Il n'y a pas, à part un cas au Brésil, il y a des exécutions au Brésil très curieuses. Qui a un cas discuté. Une sorte de tir d'un ovni sur un hélicoptère en Italie, mais il y a 50 ans. En dehors de ça, il n'y a jamais eu de signaux d'hostilité des ovnis contre nous. Par contre, les Américains, ils ont toujours tendance un peu à tirer un peu sur tout et n'importe quoi. Donc, il faut peut-être se méfier. Bien entendu, mais ça fait partie du problème. Ouais. On est bien d'accord. On arrive tranquillement à la fin de cette émission. François Damier et Mathias Leboeuf, est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Le mot de conclusion, c'est que nous, quand on a fait cette enquête, on a aussi interrogé d'ailleurs des théologiens et des religieux. On s'est aperçu que c'était aussi un enjeu spirituel sur la place de l'homme dans l'univers, le rapport effectivement qu'il pourrait avoir avec une intelligence qui n'est pas une intelligence terrestre et le rapport éventuel de domination ou pas de domination, comme on vient de l'évoquer. La chose qui nous a surpris lors de cette enquête, c'est que finalement, que ce soit les théologiens, que ce soit les astronautes, que ce soit les astrophysiciens, que ce soit les spécialistes de la sécurité, que ce soit les militaires, les gens nous ont répondu assez facilement. C'est-à-dire qu'on a été les chercher, on a parfois eu besoin de les relancer, mais je crois que ce livre n'aurait pas pu être fait, en tout cas fait comme ça, il y a ne serait-ce que 6 ou 7 ans. Et ça veut dire que le dossier évolue, qu'aujourd'hui, et notamment parce qu'il a été crédibilisé de façon extrêmement dense par des gens comme Alain, qui n'est pas un farfelu non plus, qui a eu des responsabilités dans le domaine du renseignement. Donc aujourd'hui, c'est un dossier qui intéresse, sur lesquels les gens sérieux, scientifiques, prennent la parole. Les seuls qui sont réticents encore aujourd'hui en France, c'est les médias, et notamment les médias mainstream. C'est-à-dire que quand vous parlez de ce sujet et que vous arrivez avec une enquête, on vous dit « Ah ouais, mais bon, voilà ». Il y a de l'actualité, il y a de l'actualité. Est-ce qu'il y a de l'actualité ? Et on vous met systématiquement la musique X-Files en fond. Voilà, et donc on reste dans un espèce de folklore très enfantin, on va dire. Mais c'est dommage parce que, encore une fois, aujourd'hui, cette question, elle est envisagée par des gens très sérieux, encore une fois, des théologiens, des physiciens, des astrophysiciens, des militaires, qui sont prêts à parler. Et ça interroge vraiment l'humanité, la place de l'homme, notre cadre mental, épistémologique, notre façon aussi d'envisager ce qu'on ne comprend pas, comme le disait Alain, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose, effectivement, on ne sait pas quoi et on ne comprend pas comment ça fonctionne. Et ça, rien que ça devrait nous mettre en question, nous, en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que nous, on est parti de ce point de vue. C'est-à-dire, le point auquel Alain arrive, ça a été nos points de départ.
avec une enquête un peu socratique, on allait voir les gens et leur disant, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut penser ça, qu'est-ce que ça changerait, pourquoi, voilà. Et les réponses sont assez éloquentes. Je crois que on est en train d'évoluer lentement, mais sur ce sujet, et que c'est un sujet qui fera beaucoup parler de lui dans les années à venir. François Damier, en conclusion. Je suis très fier sur ce livre parce qu'au départ, moi, je voulais faire avec Mathias un livre grand public, c'est-à-dire qu'on voulait que ce livre donne l'envie aux gens de s'y intéresser. Et on savait qu'on se prendrait des coups des ufologues qui traînent un peu partout sur les réseaux en nous disant que notre travail, qu'on n'est pas spécialiste, donc on n'a pas, on dit carrément qu'on n'est pas ufologue, qu'on n'a pas le droit de parler. J'ai reçu pas mal de témoignages de gens qui étaient des amis, qui ne sont plus des amis d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le droit de toucher à certaines églises. Et pourtant, ce livre, je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de gens déjà passionnés, des gens qui sont déjà au courant, plus que moi, des phénomènes, et qui ont aimé ce livre. Et pour moi, c'est une véritable surprise, quoi. Je pensais qu'au contraire, qu'on se moquerait un peu plus de moi. Ben non, pas du tout. Mais ça, c'est une chose, parce que comme vous l'avez remarqué, nous, on n'est pas là pour faire du prêchi prêcha. On a interrogé des gens qui sont extrêmement différents. On a interrogé des sceptiques. On a interrogé des gens qui sont beaucoup moins sceptiques. Et ce qu'on a cherché à faire, c'est livrer les éléments du puzzle en allant justement interroger des gens qui n'ont pas les mêmes positions. Nous, on n'est pas là pour dire il faut penser ça ou il faut penser ci. On est là pour donner des éléments pour que les gens, après, se fassent une idée sur le phénomène et puis pour ramener ce phénomène sérieusement sur le devant de l'actualité. On a même fait Bernard Werber et il y a une phrase qui m'a frappé lorsqu'on l'a interviewé, c'est qu'il nous a dit, lui, ce qui l'effrayait le plus, c'est qu'il n'existe pas. Cette phrase, elle m'est restée parce que imaginez que finalement, dans cette immensité qu'on n'arrive même pas à mesurer tellement l'immensité est immense, on peut dire, si on était seul et si demain on disparaît, qu'est-ce qui restera ? Est-ce que l'homme est vraiment indispensable ? C'est ta question. On va rester sur cette vaste question. Alain Juillet, est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Non, moi je vous dirais que je trouve que ce livre, et je félicite les auteurs, je pense que ce livre est un livre qui fait le point de manière très froide, et c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Je crois qu'il faut arrêter de déraper dans des rêves, des fantasmes variés des uns et des autres. Il faut rester sur la réalité et essayer de voir où nous en sommes, et à partir de là se dire que, en permanence, il y a des progrès qui se font, qu'on va un jour découvrir la vérité sur toute cette affaire-là. On la découvrira, comment ça fonctionne. Il faudra du temps. Mais de toute manière, il faut continuer à chercher, un peu comme on disait pour Avi Loeb. Il faut aller au-delà. Les Américains disent toujours qu'il faut penser en dehors de la boîte. Il faut sortir de la boîte pour être efficace. Out of the box. Trouver des solutions. Là, c'est ça. Il faut sortir de l'environnement dans lequel on a construit l'histoire des ovnis dans le passé. Il faut sortir de la boîte pour dire, attends, ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus important, ça s'inscrit dans un phénomène qui est un phénomène qui concerne l'humanité tout entière, à savoir qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, et comment ça marche, et que le jour où on aura cette réponse, c'est l'humanité entière qui aura progressé indiscutablement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Alain Juillet, merci François Damier, merci Mathias Leboeuf. Merci à vous. Merci à vous. Vous l'avez compris, c'est l'idée de cette émission, justement, de sortir de la boîte, de poser des questions. Nous ne sommes pas des spécialistes, mais d'essayer de comprendre. Et chers amis auditeurs, n'hésitez pas à nous donner des idées, des suggestions de thèmes, de sujets que vous voudriez qu'on aborde en toute simplicité. Je remercie Roxane et Thibaut pour la programmation et la technique. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Et à très bientôt sur Toxin. Super.